Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition du Journal de l'économie dont voici le sommaire. Création d'une plateforme technologique pour le recouvrement des recettes propres des collectivités territoriales et des districts autonomes en Côte d'Ivoire. Il se fera désormais par voie électronique. La croissance de l'activité économique est en légère baisse au Cameroun. Elle se situe à 4,2% du produit intérieur brut au deuxième trimestre 2019. Adoption d'une nouvelle politique d'investissement au Kenya. Elle est destinée à augmenter le flux d'investissements directs étrangers captés par le pays. Nous démarrons par la Côte d'Ivoire qui entend créer une plateforme technologique visant le recouvrement des recettes propres des collectivités territoriales et des districts autonomes par voie électronique. Cette plateforme sera positionnée au Trésor public et devrait permettre de collecter les différentes ressources via des applications qui seront disponibles auprès des différentes collectivités territoriales et des districts autonomes. L'objectif ici est de moderniser les méthodes de recouvrement des ressources propres des entités territoriales en vue de réduire significativement les risques de déperdition et d'accroître le niveau des recettes pour la réalisation des projets de développement local. Désormais donc, tous les contribuables soumis à la fiscalité locale et dont l'activité économique s'exerce sur le périmètre de la collectivité territoriale ou du district autonome sont tenus d'utiliser cette plateforme pour s'acquitter de leurs dettes fiscales. Il faut dire que selon les données de la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire, les impôts collectés au niveau des collectivités territoriales sont passés de 107 milliards de francs CFA en 2012 à 186 milliards 600 millions de francs CFA en 2017, soit donc une progression de 81%. Au Cameroun, la croissance de l'activité économique se situe à 4,2% du produit intérieur brut au deuxième trimestre 2019. Selon l'Institut national de la statistique, ce taux est légèrement en baisse comparativement aux 4,2% enregistrés sur la même période en 2018. La croissance de l'activité économique a légèrement ralenti au Cameroun au deuxième trimestre de 2019. Cette croissance se situe à 4,2% du produit intérieur brut, selon l'Institut national de la statistique qui a analysé les comptes nationaux du pays. Le taux annoncé est légèrement en baisse comparativement aux 4,4% enregistrés sur la même période en 2018. Le secteur tertiaire demeure le moteur de la croissance du pays avec une contribution de 2,7 points. Il est suivi du secteur secondaire qui a contribué pour 1,1 point et du secteur primaire qui n'a fourni que 0,4 points de croissance. Ce secteur demeure cependant vigoureux. Sa performance est soutenue par l'agriculture industrielle et d'exportation et dans une moindre mesure par l'agriculture vivrière avec une maîtrise des prix des produits vivriers. Quant au secteur secondaire, il poursuit son dynamisme acquis depuis le début de l'année 2018 à travers les bonnes performances enregistrées dans toutes ses branches d'activité. Les industries extractives, notamment l'extraction des hydrocarbures portées par la production du gaz naturel, enregistrent une contribution de 0,2 points. S'agissant de la demande, la croissance de produits intérieurs bruts est essentiellement soutenue par la consommation finale et la composante privée de l'investissement. Le niveau des engagements de la Banque ouest-africaine de développement au Niger s'élève à 568 milliards de francs CFA.
Au total, 118 opérations ont été engagées dans le pays, ce qui fait dire au président de l'institution, Christian Adovelandé, que la coopération entre son institution et le Niger est très satisfaisante. Globalement, ces dernières années, la BOAD a financé au Niger plusieurs projets de développement comme la construction de la société Malbaza Cement Company et de plusieurs infrastructures routières. Il faut dire que la BOAD a par ailleurs actuellement à son niveau un certain nombre de projets en cours d'examen, notamment dans les domaines des infrastructures et de l'agriculture. Le Kenya a opté pour une nouvelle politique d'investissement destinée à augmenter le flux d'investissements directs étrangers captés par le pays. 7 principes fondamentaux sous-tendent cette nouvelle politique qui devrait contribuer au programme gouvernemental qui vise à faire du Kenya une nation émergente d'ici 2030. La nouvelle politique d'investissement lancée par les autorités kenyanes vise à booster le flux d'investissements directs étrangers captés par le pays. Dénommée Kenya Investment Policy, cette nouvelle politique sera axée sur 7 principes fondamentaux, à savoir l'ouverture de la transparence, l'inclusion, le développement durable, la diversification économique, l'autonomisation nationale, l'intégration mondiale et la primauté de l'investisseur. La nouvelle politique d'investissement du Kenya devrait aussi optimiser la promotion, la facilitation et la gestion des investissements dans le cadre du programme gouvernemental visant à faire du pays une nation émergente d'ici 2030. L'objectif ultime est de faire du Kenya une destination d'investissement de premier plan et un leader mondial en matière d'attraction et de rétention des investissements. Elle s'inspire du programme Big Four Agenda du président Uhuru Kenyatta qui veut accélérer le développement de son pays en mettant l'accent sur l'agriculture, la santé, l'accès au logement et l'industrie manufacturière. D'ici 2030, elle devrait permettre au Kenya d'augmenter son niveau d'investissement public et privé à au moins 32% du produit intérieur brut. Direction maintenant la Tunisie qui table sur 46,70 milliards de dinars environ pour 2020 en termes de budget. On en parle dans un court instant avec Kazimik Média. Bienvenue à vous, Casimir. Bonjour Inès. Comme je viens de le dire, vous nous emmenez en Tunisie pour parler du budget de l'État exercice 2020. C'est bien ça Inès, il faut dire que la Tunisie a une particularité pour le compte donc, de l'année budgétaire 2020, c'est le nouveau gouvernement, c'est le tout nouveau gouvernement, le premier donc, budget du tout nouveau gouvernement qui serait donc exécuté pour pouvoir corriger les disparités au niveau donc, de ce pays-là, tant sur le plan social que sur le plan donc, économique. Désormais, donc, il faut le dire, le nouveau gouvernement aura fait face à son destin en élaborant donc ce budget établi en recettes et en dépenses à 46,70 milliards donc, de dinars pour véritablement impacter la vie socio-économique donc, du pays, pour redonner espoir à cette population active, mais surtout aux partenaires techniques et financiers. Alors, quelles sont les priorités de ce projet de budget? Alors, deux choses majeures. La relance de l'économie donc, au niveau du pays, il faut le dire, hein, le nouveau gouvernement est en train d'hériter donc, d'une situation un peu difficile. On parle donc d'un lourd héritage économique qu'a hérité le nouveau gouvernement, le nouveau président et son parlement. Il faut aussi dire hein, que le dossier social est des plus donc, difficiles en ces temps au niveau du pays. En effet, c'est la situation sociale qui a engendré, donc qui a amené donc, à au renouvellement donc, de la classe politique et pour donc relancer, pour redonner confiance aux Tunisiens. Le gouvernement doit donc faire face aux véritables défis. Le premier défi, c'est l'emploi des jeunes, mais aussi la formation et l'éducation. La santé donc, des Tunisiens préoccupe au plus haut niveau et tout ceci sans donc oublier le partenariat public-privé qui pourra relancer l'économie de ce pays. Pourquoi pas reprendre donc les infrastructures, reprendre un certain nombre de choses au niveau de ce pays. La sonne désormais comme un défi majeur et je crois que le gouvernement pourra donc, avec ses partenaires techniques et
financiers, notamment le Fonds monétaire international, reprend donc l'équilibre financier, mais aussi au niveau de l'économie pour pouvoir donc donner espoir à ce peuple qui rêve donc depuis un certain nombre d'années donc de reprendre l'économie au niveau de la région en main. Alors, vous avez évoqué le Fonds monétaire international qui justement exige de nouvelles mesures pour la Tunisie. Est-ce que avec ces mesures justement le gouvernement tunisien pourra tenir le pari de 2020? Non. Avec les recommandations du Fonds monétaire international, je ne crois pas savoir que le nouveau gouvernement pourra donc faire face aux défis, à l'attente donc des Tunisiens, et donc entre les partenaires sociaux, entre les Tunisiens et les partenaires techniques et financiers, je crois que le gouvernement a fait donc son option, a fait son choix, et le gouvernement compte donc assouvir un peu la peine donc des Tunisiens au détriment donc des recommandations du Fonds monétaire international. Il faut déjà dire que ce budget élaboré donc à hauteur de 46,70 milliards de dinars est beaucoup plus destiné à payer le salaire donc au niveau donc des fonctionnaires du pays. On annonce près de 20% donc de cette cagnotte qui donc ira au niveau donc du paiement des salaires au niveau des Tunisiens, ce qui n'est pas de bon oeil, ce qui n'est pas bien vu par le Fonds monétaire international, par exemple, qui table sur donc une parité de 12% du produit intérieur brut, alors qu'avec ces 20%, la Tunisie est en train donc de tutoyer les 16% donc de masse salariale en ce qui concerne donc ce budget, ce qui n'est pas donc bien vu par donc les partenaires techniques et financiers. Alors que donc la Tunisie doit reprendre donc ce souffle-là, le FMI est en train de taper donc du poing sur la table pour véritablement donc réclamer un mieux-être en termes donc de santé économique. Tout ceci, je crois que le nouveau gouvernement pourra donc juguler, pourra donc faire le parallélisme entre la vie sociale et donc les exigences de ses partenaires techniques et financiers. Au-delà de ça, je l'ai dit tantôt, les infrastructures sonnent également comme un défi majeur pour pouvoir relancer l'économie de ce pays. Et pourquoi pas les intentions au niveau donc du gouvernement aujourd'hui, c'est comment faire pour véritablement redonner espoir aux investissements, car les investissements sont en train donc d'évoluer à reculons, et je crois que le gouvernement pourra donc juguler tout ceci. En tout cas, le dialogue est ouvert entre les partenaires, entre donc ces partenaires techniques et financiers et le nouveau gouvernement pour voir dans quelle mesure donc collaborer pour ne pas véritablement impacter négativement ces relations au même moment que le gouvernement veut relancer donc l'économie. Alors finalement, est-ce que quelque chose va changer dans la vie des Tunisiens en 2020? Oui, beaucoup de choses vont changer. Déjà que le gouvernement donc donne beaucoup plus d'espoir par rapport à l'ancien donc système, je crois que le gouvernement pourra donc juguler la question des crises au niveau donc de la population. Au-delà de ça, je l'ai dit tantôt, c'est le secteur privé qui pourra donc renouer l'espoir avec l'État pour véritablement donc impacter la vie des Tunisiens. On annonce l'appurement aussi de quelques arriérés et de dettes intérieures qui pourront donc relancer l'arsenal économique au niveau du pays. Je crois que les Tunisiens ont tout espoir, donc enfin, on a fait confiance à ce gouvernement pour véritablement voir 2020, la relance de leurs économies. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on pourra suivre pour le compte de l'année 2020 pour comprendre si véritablement c'est un gouvernement d'espoir ou si c'est une continuité. Merci beaucoup, Kasby Pedior. Merci d'être placé sur ce plateau. On se dit à bientôt. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro de votre journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Merci aussi de rester en compagnie du reste des programmes de SICA.